Alors, je teste le son. Ouais, c'est Alors, il faut que je te dise quelque chose. C'est bon, ça. A priori, puisque c'est un podcast. Non, mais pour tester le son. Ce serait le bienvenu. Merci beaucoup. Ça serait un podcast hyper conceptuel où l'invité garderait le silence de bout en bout. L'angoisse. Bon, je pense qu'on peut commencer. Très bien. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Je suis heureuse d'accueillir cette semaine et pour la reprise l'écrivain Grand Prix de l'Académie française François-Henri Désérable. Avec l'auteur de Mon maître et mon vainqueur, un certain monsieur Piekielnik que je suis en train de lire et que je vous recommande, ou encore de la biographie romancée Évariste, nous allons parler échec, évidemment, mais aussi rebond. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Hello François-Henri, ça va? Bonjour Pauline. Tu vas me raconter aujourd'hui une succession de petits échecs qui commence par ta tentative d'aller à Sciences Po. Est-ce que tu peux me raconter cette période-là? Ouais, bien sûr, parce que moi j'ai commencé, j'ai fait des études de droit pour une raison assez particulière, c'est qu'à l'âge de 18 ans, j'ai annoncé à mes parents que je voulais devenir joueur de hockey professionnel. Okay. Je jouais beaucoup au hockey sur glace, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. D'ailleurs, mon apprentissage de l'échec, c'est les matchs du dimanche matin quand j'avais 5, 6, 7, 8, 9 ans que je perdais souvent. Et à chaque fois, c'était dramatique. Ah ouais, t'as trop de cœur à cet âge-là, t'as pas de nuance pour... Et pour moi, le monde s'effondrait, le sol se dérobait sous mes pieds, et je n'avais absolument aucune dignité dans la défaite. Je pleurais toutes les larmes de mon petit corps, et c'était terrible, quoi. Donc chaque dimanche, ou un dimanche sur deux, on va dire, je faisais mon apprentissage de l'échec. Bon délire tes week-ends, hein, du coup. Bonne ambiance le lundi matin. Et puis, à 18 ans, j'annonce à mes parents que je embrassais une carrière de joueur de hockey professionnel. Mon père lui-même avait été joueur de hockey, donc il en était très content de voir son fils suivre ses traces. Et ma mère, elle, m'a regardé avec consternation et m'a dit: écoute mon fils, je ne t'ai pas élevé pour te voir pousser une rondelle en caoutchouc au bout d'un bout de bois sur une surface gelée. Bien sûr, tu peux continuer à faire du hockey, mais je veux absolument que tu fasses des études. Mais alors, c'est étonnant de la part d'une femme qui a littéralement épousé un joueur de hockey. Ouais, mais c'était pas sa passion. Et elle tenait vraiment à ce que ses enfants, elle-même n'a pas pu faire d'études pour des circonstances diverses et variées, alors qu'elle aurait pu en faire. Et elle tenait absolument à ce qu'on en fasse, mes sœurs et moi. Et j'ai donc, parce que j'étais très docile, c'est un âge où on est assez docile. Toutes les personnes qui ont fait droit ont cette caractéristique-là, je pense. Hein. Mais justement, alors j'hésitais, je savais pas dans quelle fac rentrer, et j'ai regardé la fac qui était la plus proche de la patinoire à Amiens. Okay. Il y avait deux facs proches de la patinoire, la fac de médecine et la fac de droit. Je savais pas du tout dans quelle fac rentrer, donc j'ai joué à pile ou face avec un palais de hockey. Oh putain. Ouais. Et c'est retombé sur le droit. Je suis entré en fac de droit, et puis assez rapidement, je me suis ennuyé sur les bancs de la fac de droit, et c'est là que je me suis mis à écrire. Et j'ai écrit un gros roman qui m'a pris un peu plus de 3 ans. Et ce roman, je l'ai envoyé comme ça à une vingtaine de maisons d'édition. Et j'en attendais 20 fois la gloire et 20 fois la fortune. Bien sûr. Et évidemment, j'ai reçu 20 lettres de refus. Et j'en ai conçu une certaine amertume à l'époque, et surtout un certain désarroi. Désarroi, le mot est assez faible, un certain désespoir même, je dirais, parce que je venais de mettre le meilleur de moi-même dans un livre qui évidemment était imparfait. Aujourd'hui, je me félicite vraiment de pas être entré en littérature avec ce livre qui était au regard de ce que je fais aujourd'hui, je pense complètement raté. Et le jour où tu meurs, s'il vous plaît, ne déterrez pas ce roman. Non. D'ailleurs, il est introuvable maintenant. Les albums posthumes avec des mecs qui font non. Non, j'ai même pas gardé le manuscrit. Et puis peut-être qu'il se trouve au fin fond de mon ordinateur sous un nom, sous un autre nom caché. Et finalement. Pendant 1 an, je me suis arrêté d'écrire, et là je me suis dit je vais me reconcentrer un peu sur alors je faisais du hockey, mais c'était mon métier, mais je me suis dit je vais me reconcentrer un peu sur les études, et je vais essayer d'entrer à Sciences Po. Oh la vache. Voilà. Et je venais de faire 3 années de droit, et donc je voulais rentrer en quatrième année à Sciences Po. C'est un truc qui se fait ça régulièrement? Ouais, il y a un concours d'entrée en première année, puis il y a un concours d'entrée pour rentrer en quatrième. Ok, c'est 5 ans, d'accord. Et donc je passe le concours, et il y avait trois épreuves.
La première épreuve, c'était l'anglais. Ouais. Et l'anglais, je m'en suis plutôt bien tiré parce que moi-même, j'avais vécu aux États-Unis parce que j'avais joué au hockey aux États-Unis, donc Dans le Minnesota. Dans le Minnesota, exactement. Ta page Wikipédia disait vrai, donc. Ouais, dans le Minnesota, à la frontière du Canada, où les hivers, il fait moins 25. Vous mettez de l'eau dans votre jardin et ça fait une patinoire. Donc, fantastique. Pour moi, c'était extraordinaire. Enfin, c'était le rêve absolu. J'ai passé une année extraordinaire là-bas. Et d'ailleurs, quand je suis allé dans le Minnesota, je fais une digression, mais j'y suis allé sans parler un mot d'anglais, au point que quand je suis arrivé à l'aéroport de Chicago, parce que je faisais Paris-Chicago, Chicago-Minneapolis à l'âge de 15 ans, et à Chicago, une hôtesse de l'air vient me voir et elle me dit Minneapolis, en me disant vous allez à Minneapolis. Littéralement le nom de la ville exactement, où tu allais. Exactement. Alors, on n'est pas sur une phrase. Non, on n'est pas sur une phrase. Mais moi, je comprends how many apples, combien de pommes, et je lui réponds thank you, I'm not hungry. Donc elle m'a demandé est-ce que vous allez à Minneapolis et j'ai dit non merci, je n'ai pas faim. Et donc c'est pour te dire à quel point mon anglais était hésitant. C'est énorme. Ça me fait penser à cette blague extraordinaire, tu sais, où c'est une blague pour une blague allemande, enfin pas une blague, une publicité allemande où tu vois un type qui s'apprête, qui va travailler dans une base navale. Et évidemment, il parle très bien, très mal anglais. Et là, il y a un sous-marin qui est en train de couler et qui dit Mayday, Mayday, we are sinking. Et l'autre, il prend son micro et dit Yes, this is the naval base. What are you thinking about? Je trouve que c'est vraiment ça te rassure. Et c'est une pub pour un institut pour apprendre l'anglais. Et donc moi j'en étais là quoi. Et finalement bon je passe mon année dans le Minnesota, j'apprends l'anglais et du coup quand j'ai passé ce fameux concours en quatrième année, pour rentrer en quatrième année à Sciences Po, j'ai eu une bonne note en anglais parce que j'avais vécu aux États-Unis. Donc j'avais pas vraiment de là, maintenant tu pouvais épeler, voire écrire Minneapolis sans faire de faute. Avec les deux N. Et puis il y avait une deuxième épreuve qui était du droit. Or, je venais de faire 3 ans de droit, donc là, c'est pareil, je m'en tire plutôt bien, mais encore une fois, sans aucune gloire. Et la troisième épreuve, qui était l'épreuve de culture générale. Mm-hmm. Et l'épreuve de culture générale, alors je sais plus quel était le sujet, mais c'était une question qui nous était posée sur laquelle il fallait disserter. Et moi, je me suis dit, Sciences Po, on peut s'affranchir des canons traditionnels de la dissertation. On n'est pas obligé de faire un plan avec un 1, A, B, 2, A', B', etc. Et j'ai décidé d'écrire une parodie de rapport de jury, parce que chaque année, le jury faisait un rapport sur les épreuves de l'année précédente. Et je me suis dit, je vais faire comme si j'étais le jury et que je dis, voilà ce qu'il aurait fallu mettre, voilà ce qu'il ne fallait pas faire, etc., etc. En plus, ça montre que tu as une compréhension de ce qu'on veut, ce qu'on recherche de toi, donc tu vas presque plus loin. Oui, bah tu vas voir à quel point j'ai fait fausse route. Moi, je t'aurais mis mention, moi. Et moi, j'étais très fier de mon truc. Alors là, vraiment, je me suis dit, mérite au moins 18, quoi. Ouais. Et vraiment, quand je suis ressorti de cette épreuve qui était la dernière, sachant que j'avais plutôt bien réussi l'anglais et le droit, je ne doutais pas que j'allais rentrer à Sciences Po. T'avais du vent dans les cheveux, tu marchais au ralenti. Exactement, ouais. Non, et alors, un mois ou un mois et demi plus tard, une fois que les copies ont été corrigées, je me connecte pour consulter les résultats. Et évidemment, la bouteille de champagne déjà au frais, prête à faire, prête à être débouchée. Et je vois que j'ai eu une note éliminatoire en culture générale qui était de 0,5. J'ai eu 0,5 en culture générale à Sciences Po. Et ça a été très dur parce que c'était un des alors c'était évidemment pas le premier échec, mais c'était un des premiers échecs universitaires, un des premiers échecs à l'école échec important. Puis c'est humiliant parce que c'est pas un 9 sur 20, tu vois. Mais là on t'a bien montré que vraiment Cela dit, il y a plus de panache à échouer avec 0,5 qu'avec 9, je pense. Oui, oui, c'est vrai qu'à 9, tu te 9, c'est moyen. 0,5, c'est vraiment nul, quoi. C'est vraiment, on n'a pas du tout aimé ce que vous avez fait. Ouais. C'est théâtral. Et il y a vraiment, il y a quand même quelque chose il y a du panache dans cet échec. Mais à l'époque, je le prenais pas du tout avec cette philosophie-là. Ce sera le titre d'ailleurs de mon épisode. Il y a du panache dans l'échec. Non, je connaissais pas encore la phrase de Churchill qui disait que le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.
Et à ce moment-là, j'ai vraiment... Mon préféré de lui, c'est quand vous traversez l'enfer, continuez d'avancer. Ah ouais, c'est pas mal. Il est incroyable. Il est pas mal. C'était vraiment une sorte de stock de citations, enfin de bonnes phrases, de bons mots. Evaneo ne serait rien sans lui. Non, c'est vraiment. Et à l'époque, non, j'étais assez triste de tout ce qui m'arrivait. Comment tu l'as vécu sur le coup? J'imagine que tu t'étais déjà projeté dans une vie universitaire qui allait se transformer, une nouvelle classe, un nouvel environnement. Sciences Po, c'est très flatteur aussi. Oui, et c'était, en plus, moi, je passais le plus clair de mon temps à jouer au hockey sur glace et j'adorais ça, c'était mon métier, j'étais joueur de hockey professionnel, mais intellectuellement, j'y trouvais pas mon compte. Et je m'ennuyais un peu sur les bancs de la fac de droit et Sciences Po était pluridisciplinaire et donc je me disais ça y est, je vais pouvoir faire de l'histoire, je vais pouvoir faire de la géopolitique, je vais pouvoir faire du droit, je vais pouvoir embrasser un certain nombre de matières comme ça, et je sentais qu'il y aurait une véritable émulation intellectuelle, un challenge. Voilà, et finalement, bon, je ne rentre pas dans cette école, et donc je signe un contrat pour jouer au hockey à Lyon, et je me retrouve à Lyon et je rentre en master de droit, et comme je rentre en master de droit et que le droit m'emmerde, je me remets à écrire après l'échec de mon premier manuscrit, puisque j'avais écrit ce manuscrit pendant 3 ans et demi, voilà, qui a été refusé par tout le monde, et je m'étais arrêté d'écrire à ce moment-là. Et là, je me remets à écrire. Et je me dis a posteriori que si j'étais rentré à Sciences Po, peut-être que je me serais pas remis à écrire. Et finalement, de cet échec est né quelque chose enfin, qui aujourd'hui a fondé ma vie. Mais complètement. Donc je rends grâce au correcteur de l'épreuve de culture générale en 4e année à Sciences Po, pour entrer en 4e année à Sciences Po, de m'avoir mis une note aussi, de m'avoir mis une note éliminatoire. Et puis, je vois plusieurs choses là-dedans. Moi, je me dis, alors je sais pas comment toi tu l'aurais ressenti, mais à Sciences Po, on étudie beaucoup de grands penseurs de notre époque et puis des époques passées. Ça aurait peut-être même eu un effet écrasant sur toi. C'est possible, peut-être que parce que moi ma formation, en tout cas intellectuelle, littéraire en tout cas, a été autodidacte. Je n'ai pas eu de maître à penser qui m'a dit ce qu'il fallait lire. Je n'ai pas fait Caen, je n'ai pas fait d'études de lettres. Oui, je me posais la question. Non, j'ai pas fait d'études de lettres et donc je me suis formé moi-même. Au gré de mes lectures, qui étaient diverses et variées. Alors j'ai commencé par lire des livres qu'aujourd'hui même par apprécier des livres qu'aujourd'hui, maintenant que mon palais littéraire est formé en quelque sorte, je les trouve affreux. Il y a des livres qui m'ont plu quand j'avais 20 ans, que je trouve très mauvais aujourd'hui. Mais petit à petit, je suis venu à la littérature un peu plus... et notamment de la littérature contemporaine, sur laquelle je me serais peut-être pas tant penché que ça si j'avais fait des études de lettres, où j'aurais été empreint de culture classique. Donc je lisais autant de classiques, mais je lisais beaucoup aussi de littérature contemporaine. Ça t'aurait peut-être formaté? Ça m'aurait peut-être formaté, et d'ailleurs, je crois... Enfin, je connais peu de normaliens qui soient des bons romanciers. Il y a peu d'élèves de l'école normale supérieure qui ensuite deviennent de grands écrivains. Et si aujourd'hui, je regarde un peu les écrivains que j'admire aujourd'hui dans la littérature contemporaine. Qui est-ce que tu admires? Je pourrais citer Pierre Michon, ou Emmanuel Carrère, ou Jean Echnoz, ou Maëlys de Kerangal, ou Annie Ernaux, ou bon, il y en a pléthore comme ça, pour qui j'ai beaucoup de. mais bon, aucun d'entre eux n'a fait l'école normale supérieure, par exemple. Aucun d'entre eux n'a fait même des études de lettres, à part peut-être. Non, Annie Ernaux a fait des études de lettres quand même. Donc. C'est intéressant ce que tu dis. Je me rends compte que un parcours un peu plus avec des petits nids de poules, effectivement, ça te pousse à contourner plein de choses et peut-être aussi que ça développe quelque chose en toi. Est-ce qu'elle est claire, cette phrase? Ouais, non, si, elle est très claire. J'essaye d'avoir une réponse à la hauteur de la question. Non, des nids de poules, tu veux dire, ça va. Le niveau est bas. Est-ce que ça développe quelque chose en toi?
Ça. Bah toi, t'as dû aller chercher quelque chose ailleurs. Moi, je pense pas que ça soit une bonne chose que tout vous soit donné dans la vie. Et je crois que ça a développé un sentiment de revanche. Enfin, un sentiment de. Disons que ça a remis des bûches dans le feu en quelque sorte. Et au moment où c'était en train de s'éteindre, bon, c'est une métaphore un peu éculée, hein, celle du feu. Et bon, mais je vais. Les hivers, moi, je fais mon petit feu dans voilà, ma petite cheminée. Je vais la filer. Mais au moment où c'était en train de s'éteindre, ça voilà, j'ai remis des bûches et je me suis dit, ok, ça va flamber à nouveau. On va faire un grand brasier. Et oui, parce qu'en fait, toi qui avais été presque dégoûté après ces 20 refus, et on a une petite pensée pour J.K. Rowling dont je parlais hors micro, tu te dis ah non c'est bon, c'est pas pour moi, et tout d'un coup t'es face au vide que laisse Sciences Po. Comment est-ce que je le comble? Et si je me remettais pas à l'écriture? Mais c'est merveilleux, en fait. Exactement, je l'ai comblé en me remettant à écrire. Et certains écrivains qui ont cette qui ont pour devise pas un jour sans une ligne. Je me souviens la première fois que j'avais lu, c'était Kierkegaard qui avait écrit sur son journal Nulla dies sine linea, pas un jour sans une ligne. Alors, voilà, c'était plus chic de le dire en latin. Oui. Et moi c'était pas le cas. J'écrivais pas tous les jours, mais néanmoins c'est quand j'écrivais que je sentais que j'emplissais le cours de mon existence avec une certaine enfin c'était une manière tout à fait honorable d'emplir le cours de mon existence. Je trouvais que ma place était là devant mon ordinateur en quelque sorte à essayer d'écrire des histoires. Ouais, on le ressent. Et c'était pas c'était pas une période très très drôle de ma vie finalement de quand je me suis arrêté d'écrire. J'étais un peu perdu, j'étais un peu égaré. Question, est-ce que quand tu as repris à écrire, est-ce que tu as senti que tu écrivais différemment? Oui. Après avoir fait cette pause d'un an, je me suis remis à écrire ce qui a donné mon premier livre, Tu montreras ma tête au peuple, qui était sur les derniers instants de grandes figures de la Révolution française, avant que leur tête ne tombe dans le panier du bourreau. Et j'ai commencé par écrire une nouvelle sur la mort de Danton, où j'imaginais ce à quoi pouvait songer Danton sur la charrette qui le mène de la prison de la conciergerie à l'échafaud, qui se trouvait place de la Révolution, qui aujourd'hui s'appelle la place de la Concorde. Et quand j'ai fini cette nouvelle, je sentais que j'avais passé un palier en quelque sorte. Je sentais que j'avais grimpé un barreau de l'échelle. Et je voyais que c'était beaucoup mieux que ce que j'avais fait auparavant. Ah, c'est fou, ça. Alors maintenant, je trouve que c'est beaucoup moins. Enfin, mais on n'est pas objectif avec ça. C'est normal. On peut essayer j'essaye de pas être complaisant avec moi-même, mais c'est vrai que je relis pas aujourd'hui ce premier livre publié, je ne le relis pas avec un grand plaisir parce que si on va dans tes toilettes, on trouve pas ton livre ouvert à la page 54. T'es pas loin d'avoir raison, parce que alors on le trouve pas ouvert à la page 54, mais j'ai un petit dans mes toilettes, j'ai un petit placard dans mes toilettes, et c'est là que je mets tous mes livres. Enfin les livres que moi j'ai publiés. Donc ils sont pas dans ma bibliothèque parce que je trouvais ça très présomptueux de si je veux dire comme moi avec le mien. Moi, il est en 2 exemplaires. Est-ce que tu les ranges par ordre alphabétique ou pas? Oh non. Tu sais, moi, je suis bordélique. Il y a beaucoup de jours qui se passent sans que j'écrive une ligne. Non, parce que moi, si je le foutais dans ma bibliothèque, si je les mettais dans ma bibliothèque, mes livres, ils seraient à côté de Dumas et de Dostoïevski, parce que par ordre alphabétique, des Érables, ça serait pas très loin. Et je trouve que, bon, ça serait un peu. Un jour, je suis allé chez un écrivain que j'admire beaucoup. Donc, toi, tu les mets par ordre alphabétique. Moi, j'ai classe par éditeur. Mais non. Par éditeur, mais par ordre alphabétique au sein des maisons d'édition. Je suis très méticuleux. Ah bon? Ouais. Ça m'étonne en t'écoutant. Si. Alors que moi, tu vois, toute cette partie-là, cet étage-là, c'est vraiment mes livres de cœur, là où il y a la photo de mon arrière-grand-père juge. Là. Ouais. Ça, c'est vraiment les livres les plus importants de ma vie. En dessous aussi, là, c'est vraiment ceux en haut et en bas. Bon, je sais plus trop comment les mettre, mais ils ont compté. De ce côté-là, il y a un mélange entre des livres que j'ai adorés et ceux que mon père m'a laissés. C'est la plus belle chose qu'il m'a laissé. Mais c'est un bordel monstre. Et
tu le vois d'ailleurs à la couche de poussière qu'il y a dessus. Il y a même les chaussures qui côtoient les livres. Bah ouais, je l'ai trouvé joli. Ils sont très jolis. Mais tout à l'heure, quand je suis rentré dans ton appartement et que très gentiment tu es allé à la cuisine pour me servir un verre d'eau, pendant ce temps-là, j'étais en train de regarder ta bibibliothèque. C'est vraiment une chose, je peux pas m'en empêcher quand je rentre chez quelqu'un, je regarde sa bibliothèque. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus sur une personne en consultant sa bibliothèque qu'en consultant je ne sais quoi d'autre. Mais qu'est-ce que t'as appris sur moi alors? J'ai découvert une petite passion pour la montagne et pour l'escalade parce que je vois un itinéraire de randonnée, je vois l'appel de la montagne. Alors, tu m'as expliqué que ça venait peut-être de ton père. Et à l'origine, d'ailleurs, je t'avais donné rendez-vous au Vertical Art Pigalle, qui est un centre d'escalade, mais qui fait aussi café, restaurant. Parce que j'y passe beaucoup de mon temps. J'ai découvert l'escalade il y a pas longtemps et je me suis pris de passion pour ce truc-là. Et tu m'as dit à juste titre, je crois que ça allait faire un peu trop de bruit pour enregistrer un podcast. Et mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est marrant la façon dont les gens classent leur bibliothèque. J'avais une amie moi qui l'a classée par ce qu'elle appelait la cote d'amour. Oh, c'est-à-dire trop mignon. En haut à gauche de sa bibliothèque, on trouvait les livres qu'elle trouvait les meilleurs, qu'elle considérait. Donc toi, ça serait là-bas. Voilà. Et à mesure que l'on se déportait vers la droite, eh bien, les livres étaient de moins en moins bons, selon elle. De sorte que ceux qui se trouvaient en bas à droite de sa bibliothèque étaient vraiment les moins bons, ceux qu'elle considérait comme, assez négligeables. Pourquoi est-ce qu'elle les gardait? Parce qu'il y a quand même des livres auxquels on est attaché, même si on trouve que c'est pas... Et un jour, je suis allé chez elle et je trouve un de mes livres, mon premier, en bas à droite de la bibliothèque, et je lui en fais la remarque. Et elle me dit, mais non, enfin, idiot, ça c'est l'étagère réservée aux livres écrits par des amis. Sauf que mon livre était à côté d'un livre d'Ernest Hemingway, donc j'ai rien dit, j'ai faim de croire qu'elle était aussi l'amie d'Ernest Hemingway. et voilà. Et il est sympa, tu lui passeras le bonjour pour moi. Voilà. Je viens le recevoir dans le podcast. Écoute, si jamais on arrive à choper son numéro, je te donnerai. Un petit message sur Instagram, tu sais, de nos jours. Ton podcast est une fête. Le jour se lève aussi, non? Ouais, pas mal. Reparlons de ton style qui a évolué avec cette envie de revanche sur cette période-là. Oui, et puis de toute façon, le style d'un écrivain se forge peu à peu. Moi, je suis toujours fasciné par les écrivains qui prétendent que leur vocation remonte au berceau et que dans leur premier vagissement, on pouvait reconnaître un alexandrin parfait avec ses yeux à l'hémistiche. Imbitable, mais il y en a qui font remonter leur vocation à très très jeune, qui vous disent avoir toujours écrit, avoir toujours su qu'ils voulaient devenir écrivain. Moi, c'était pas du tout le cas. Avant l'âge de 18 ans, je voulais absolument pas être écrivain. Et ma langue s'est forgée petit à petit, et je crois d'ailleurs c'est ce qui fait un écrivain, c'est qu'on reconnaisse sa langue. Qu'est-ce que c'est que le style? C'est la tessiture, l'intensité d'une voix par écrit, qui est si singulière qu'elle impose en quelques lignes une présence reconnaissable entre toutes. Et évidemment, quand on se met à écrire, on n'a pas une voix très singulière. Soit on a une voix assez banale, soit soit on cherche à imiter, qui ressemble, soit on cherche à imiter les écrivains qu'on admire. Et moi, au départ, j'ai beaucoup cherché à imiter. Enfin, j'ai essayé d'écrire en quelque sorte à la manière d'eux. Bien sûr. Et petit à petit, je crois qu'au fil des années, au fil des livres, la voix se singularise. Et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles je relis mon premier livre pas avec un plaisir immense, parce que je ne reconnais pas la voix qui est la mienne aujourd'hui. C'est une danse, l'écriture? C'est une danse, je dirais que c'est du patinage artistique. C'est-à-dire qu'il y a autant des notes physiques que techniques. C'est quelque chose qui doit être à la fois gracieux et sportif. C'est-à-dire qu'il faut il faut de belles arabesques, et puis il faut aussi parfois des quadruplexels, quoi. Il faut enfin, cela dit, je connais très mal le patinage artistique. Voilà, et la couverture c'est le costume. Non mais moi je sais pas pourquoi j'ai pris cette métaphore là, j'aurais pu dire que c'est du hockey sur glace. Mais non, c'est bien trouvé, je trouve. Mais ouais, il y a un côté il y a pas seulement la grâce, il doit y avoir aussi un côté un peu punchy, un peu nerveux, un peu sportif, quoi. Il faut que les phrases aient du nerf.
Ouais, et puis c'est un vrai entraînement aussi. Alors, ce qui est un entraînement, et ça, c'est ce à quoi je m'en suis rendu compte au fil des années parce que on me pose souvent la question quels sont les secrets, comment on devient écrivain, quels sont les secrets pour écrire un bon roman. Et moi, je pense souvent à cette phrase de Somerset Maugham. L'éditeur, vraiment, c'est ça c'est pour être publié. Mais là, on parle de publication. Non, mais pour écrire, Somerset Maugham disait il y a 3 règles impératives pour écrire un bon roman. Et alors là, tout l'auditoire était suspendu à ses lèvres, prêt à écouter ce que le maître allait leur révéler. Et il ajoutait 3 règles, malheureusement, personne ne les connaît. Et je pense que c'est exactement ça. Et moi, s'il y a une seule règle, le seul dénominateur commun que je trouve chez tous les bons écrivains, c'est que ce sont avant tout des grands lecteurs. Et tu parlais d'entraînement, et je crois que l'entraînement de l'écrivain, c'est la lecture. Et je connais pas un seul bon écrivain qui ne soit pas un lecteur. Et donc, le seul conseil que je peux prodiguer du haut de mon branlant perchoir lorsque on me sollicite, c'est celui-là, c'est lisez, pas seulement des classiques mais aussi de la littérature contemporaine. Intéressez-vous à ce qui se fait aujourd'hui. Oui, sans snobisme aussi. Oui, sans snobisme, en essayant de garder une certaine exigence quand même, parce que tout ne se vaut pas. Et il faut distinguer les cimes de la vallée. Oui, mais tu vois, seules les critiques donnent du relief aux éloges. Waouh. Et puis je suis en train de contredire un écrivain alors que je ne le suis pas, mais par exemple, moi je commence à avoir envie de jouer la comédie et j'essaye de regarder plein de films, mais aussi des mauvais pour forger aussi un peu mon regard et être capable de distinguer une photo moche d'une photo belle. Tu vois, il y a plein de trucs. Oui, mais je crois que c'est très juste. C'est important. Simplement, il ne te viendrait pas à l'esprit de qualifier, disons pour continuer à parler du cinéma, de prendre un mauvais film, un nanar, comme on dit, voilà. Taper un bon film de merde. Non, mais il te viendrait pas à l'esprit. Tu peux le regarder, mais il te viendrait pas à l'esprit de le mettre sur le même plan qu'un chef-d'œuvre du cinéma. Tu dirais pas, voilà. Et moi, je pense que c'est la même chose. On peut tout à fait lire des mauvais livres, et moi, je suis aussi un lecteur de mauvais livres parce que on y trouve aussi ce qu'il ne faut pas faire. De la même manière que le bactériologiste va aller chercher l'antidote dans le poison en quelque sorte. Et donc il m'arrive, moi, lorsque je lis des livres quand même pas très exigeants littérairement, de tomber sur certains lieux communs que moi-même j'ai pu écrire. Et là je me dis ah bah oui, c'est un lieu commun et je m'en étais pas rendu compte. C'est un cliché, puisqu'il est utilisé dans ce livre qui est mauvais de bout en bout. Et donc ça m'aide à. J'adore. On prend plein de petits tips dans cette interview. Sciences Po, l'histoire se termine pas là. Ah oui, non, l'histoire ne se termine pas là puisque dans quelques années après cet échec, après ce 0,5 à l'épreuve de culture générale, après que j'ai publié mon deuxième livre, je venais de m'installer à Paris et on m'a proposé d'animer un séminaire de littérature à Sciences Po. Et alors j'ai considéré cette proposition et puis j'ai fini par refuser parce que j'avais pas le temps j'avais pas le temps à ce moment-là. Mais disons que il y a eu une certaine jouissance lorsque j'ai reçu ce mail. Disons que j'ai fermé la boucle ce jour-là. La boucle a été bouclée et ouais, non, ça a été the sweet perfume of revenge. Et puis moi, je trouve ça génial de se dire, voilà, comme quoi tous les chemins mènent à Rome et tu vois, mais parfois il faut passer par Moscou avant d'arriver. C'est justement le sujet un peu de ton livre sur Monsieur Piekielny. C'est vrai, ouais, qui est le. Bon, ça va, je spoil pas trop. Non, c'est l'histoire d'un voisin du jeune Romain Gary à Vilnius,
qui à l'époque la ville de Vilnius s'appelait Vilno, et qui lui a fait promettre de prononcer son nom devant les grands de ce monde lorsqu'il se deviendrait quelqu'un d'important, lorsqu'il deviendrait écrivain. Et des années plus tard, Romain Gary est devenu écrivain. Il a écrit La promesse de l'aube. Il a raconté cette histoire et il a dit que ce monsieur Piekielny est mort pendant la guerre, assassiné par les nazis, mais que lui a toujours tenu sa promesse et que devant le général de Gaulle, devant la reine d'Angleterre, devant ou alors à la télévision, alors à l'époque il n'y avait pas encore de podcast, mais il l'aurait fait s'il y en avait eu, il prononçait le nom de ce petit homme et il disait au numéro 16 de la rue Grande Poulanka à Vilno habitait un certain monsieur Piekielny. Et moi j'ai mené une enquête, j'ai cherché à savoir qui était ce monsieur Piekielny, comment il avait vécu, ce qu'il était devenu, et à travers lui évidemment je raconte aussi pas mal Romain Gary et puis je parle de moi de temps en temps parce que j'essaye d'explorer mon rapport à Romain Gary et de m'interroger sur la porosité de la frontière entre la fiction et le réel, entre ce qui relève de l'imagination et ce qui relève de la réalité. Puisque ça t'apporte aussi ce qu'un livre peut ce qu'on peut tirer d'un ouvrage en particulier aussi, non? C'est-à-dire Elle était pas ouf cette fois, c'est vrai, t'as raison. Non, c'est moi qui ai... Non, mais qu'est-ce qu'on tire de nos livres préférés, qu'est-ce qu'on garde d'un livre qui nous a marqué, tu vois? Je pense qu'on commence par en tirer un immense plaisir de lecture et de relecture. Et ça, c'est ce en quoi ça c'est quelque chose. Alors, moi, je suis pas d'accord du tout. Si, moi, je suis d'accord avec moi-même et avec Oscar Wilde. Oscar Wilde disait si l'on est... Il y a un consensus avec toi-même. Bah, bon, bien, alors, mais Wilde disait si l'on n'éprouve pas de plaisir à relire un livre que l'on a déjà lu, c'est qu'il n'était pas nécessaire de le lire une première fois. Je suis pas d'accord. Mais moi, je pense que c'est ce qui distingue ce qui relève de la littérature de ce qui n'en relève pas. Parce que par définition, un livre qu'on a déjà lu, on connaît l'histoire. Donc quand on le relit, on ne le relit pas forcément pour l'histoire, on le relit simplement pour la beauté de la langue. C'est vrai. Bah ouais. Mais... Et donc, la littérature se fonde avant tout sur la beauté de la langue. Et donc un livre qu'on a plaisir à relire, pour moi, c'est de la littérature. Et ça m'est arrivé il y a peu. Je disais tout à l'heure que j'ai relu des livres que j'avais lus quand j'avais 20 ans et aujourd'hui je suis consterné mais il y en a d'autres que j'ai lus à 20 ans que j'ai adoré et c'est arrivé avec un qui s'appelle Le Parfum de Patrick Suskind. Ah ouais. Et je l'ai relu il y a 2-3 ans. Il est tellement bien écrit, vraiment. C'est extraordinaire. Et moi il y a 2-3 ans, j'avais peur d'être déçu et je l'ai relu avec un bonheur encore plus grand que quand j'avais 20 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Là, quand vous relisez un livre à quelques années d'intervalle, vous n'y trouvez pas forcément la même chose, mais en tout cas, quand le plaisir demeure intact, et ça m'arrive assez souvent parce que je relis aussi pas mal. Ouais. Alors, tu vois, moi, c'est fou, j'y arrive pas du tout et je pense avoir beaucoup lu, je me suis arrêtée, mais je lisais beaucoup. Quand j'étais chez Cosmo, je lisais 2 livres par semaine, merci le métro, tu vois. Et vraiment, j'ai eu des sortes de fulgurances, des livres, mais qui m'ont vraiment marqué, mais je veux les laisser comme ça. Ils ont été magnifiques, merveilleux, hop, on passe à quelque chose d'autre. Oui, mais ça veut pas dire que si tu relisais, tu n'éprouverais pas de plaisir à le relire. Ah ouais, mais non, je peux pas, parce que je retrouverai jamais ce sentiment que j'ai eu la première fois. Non, mais ça, c'est parce que t'es peut-être encore beaucoup trop jeune. Non, j'ai 31 ans, ça va maintenant. Justement, peut-être que quand t'auras le double de l'âge que tu as aujourd'hui, tu reliras ces livres. Peut-être. Et tu feras un addendum à ce podcast et tu te repentiras. C'est clair. C'est la Pauline du futur. Non, je te souhaite d'en écrire d'autres, comme ça j'aurai d'autres choses à lire. Qu'est-ce que tu tires de tout ça et de cet échec en particulier? Ce que j'en tire, c'est que je me dis que un certain recul, une certaine philosophie du recul, et j'essaye de voir mes échecs aujourd'hui non pas comme j'essaye de voir mes échecs aujourd'hui non pas comme des cul-de-sac, mais comme des chemins de traverse en quelque sorte, pardon. Et je me dis bon, l'itinéraire va être peut-être un peu plus long parfois. Mais on va passer par des routes de campagne et au moins on va pouvoir jouir du paysage. Il y a un joli paysage. Voilà. Et on n'est pas toujours obligé de suivre le GPS. Il faut parfois s'égarer pour arriver à bon port.
Et puis t'as plus de choses à raconter dans tes prochains romans. Et voilà, ça me donne une matière romanesque, et puis surtout ça me donne une matière pour enregistrer des podcasts avec toi. Tu te rends compte. Voilà. Quand même, si t'avais Je ne serais pas là sans cet échec, peut-être. Donc, Merci beaucoup, François-Henri. C'était hyper intéressant. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni sur Twitter, podcast LL en majuscule ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.